dit bah tiens, on pourrait faire quelque chose un peu plus conséquent chez Mnemos et lui faire passer une étape supplémentaire de visibilité en tout cas. Donc voilà, ça sert à ça aussi la micro-édition, d'aller chercher dans des endroits où nous on n'aurait ni les moyens ni parfois les compétences. Par exemple, je parle un espagnol déplorable, donc je peux pas lire en espagnol de manière continue ou voir toutes les subtilités, etc. Et c'est un travail que font les traducteurs. Je pense aussi, parce que Rivière Blanche travaille aussi beaucoup avec des traducteurs qui sont eux-mêmes prospecteurs. Donc, passionnés. Voilà, des passionnés, ouais. Du passionné, il n'y a pas que ça, c'est passionné. Donc du coup, et j'ai perdu le fil de mon... Voilà. Ah oui, est-ce que je cherche... Oui, alors, mais par contre, ça c'est, on va dire, un peu une exception, parce que je travaille plus spécifiquement avec les auteurs français. Et ce que j'essaye de trouver dans les manuscrits que je reçois, ou dans les rencontres que je fais, etc., c'est de trouver toujours des voix singulières et originales. Ce qui était au cœur de Mnemos depuis le début, c'est à savoir la littérature française de fantaisie, d'imaginaire, et des voix qui se singularisent par rapport à la production ambiante, qui ont vraiment une force. On se dit, tiens, ça c'est du Charles Bousquet, ça c'est du Justine Augret, ça c'est du Adrien Thomas. C'est des gens à aller trouver, qu'on va repérer tout de suite, et quand même des auteurs qu'on va pouvoir suivre. Pour revenir juste sur Mnemos, effectivement, il y a eu plusieurs vagues. Au début, il y a eu... alors, on a eu des gens comme Johan Elliott qui sont passés, qui ont été découverts par Mnemos. Fabrice Collin, donc, qui a été découvert par Stéphane Marsan à l'époque où il était aussi chez Mnemos. Il y a eu tout. Alors, Fabrice Collin, Mathieu Gabory, Michel Robert, Johan Elliott, Fabien Clavel, ce sont tous des gens qui sont passés par la maison d'édition et qui ensuite, après, sont partis, soit qui reviennent de temps en temps, qui ont fait de l'écriture un métier, donc qui sont publiés par différentes structures, mais à chaque fois c'est un talent, une voix singulière. Et du coup, nous on est toujours à la recherche de ça. En tout cas, mon travail pour Mnemos, c'est ça, c'est d'aller trouver des gens, trouver des écritures particulières et ensuite les accompagner du mieux qu'on le peut. Stéphane Marsan, qu'est-ce qui fait qu'un texte vous accroche et vous vous dites ça c'est pour moi? Quand vous recevez un manuscrit, pendant un moment, vous aviez dit d'ailleurs très clairement, auteurs français, n'envoyez plus de manuscrits, on les lit plus, on les publie plus, donc ça nous intéresse plus. En tout cas, comme éditeur, à un moment donné, pourquoi vous avez fait d'abord ce choix-là, et pourquoi maintenant vous revenez un petit peu dessus en réouvrant, entrebâillant la porte de Mnemos pour les auteurs français? J'entrebâille la porte de Brajlon. Un lapsus révélateur, c'est la faute à Charlotte. Est grande ouverte, elle n'a pas besoin de moi. Et je te remercie, Charlotte, d'avoir rappelé le rôle que j'ai joué au début de Mnemos. On a en effet fermé les soumissions de manuscrits pendant 2 ans, je crois, tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps de les lire. Et c'était donner de faux espoirs à des auteurs qui envoyaient des manuscrits, qui ne recevaient pas de réponse, que de laisser cette porte ouverte. On l'a rouverte récemment par un coup de folie de mon assistant, Bruno Lambert. Et quand il a annoncé en réunion générale qu'il rouvrait les soumissions, tout le monde a fait « Oh !» Et maintenant, il a compris pourquoi. Parce qu'il en a reçu des milliers en 1 mois et demi. Et qu'il a déjà plus le temps du tout et qu'on est de nouveau dans la merde. Merde, c'était quoi ta question? Ah oui. Mais alors, il y a une particularité, enfin, il y a plein de particularités pour les auteurs français, et je vais répondre ensuite à qu'est-ce qu'on accroche, etc. Mais je veux dire 2-3 trucs sur les auteurs français très rapidement. Je disais tout à l'heure, il faut aussi faire des livres dont on sait qu'ils ne marcheront pas, en mesurant les risques et périls que l'on prend. Aussi pour une question d'image, pour une question de... Et c'est pas artificiel, hein, l'image. C'est que c'est montrer une diversité, mais c'est aussi montrer un engagement particulier, c'est profiter d'une bienveillance particulière de la part de la librairie et du lectorat pour des auteurs français, dont j'ai eu la chance de faire profiter énormément les auteurs que j'ai découverts, les auteurs français que j'ai découverts quand j'étais chez Mnemos, et aussi parce que l'auteur français, il est présent en chair et en os. Et ça, c'est hyper important. Car vous avez globalement plus de chances de rencontrer, vous, lecteurs, et puis les libraires et les bibliothécaires, etc., un auteur qui est pas très loin d'ici, qu'un auteur qui vit au fin fond du Wisconsin ou du Minnesota, ou de l'Ukraine, ou ce que vous voulez. Et ça, c'est très très important, parce que c'est évidemment un aspect majeur
de la domination anglo-saxonne dans nos domaines. C'est parce que même si les États-Unis est un très très grand pays, il y a tout un système de conventions, il y a tout un système de rencontres possibles avec des auteurs. Bon. Donc c'est un aspect hyper important et on a la chance en France d'avoir énormément de festivals comme celui-ci, de conventions, etc. qui permettent de le faire, de salons du livre. Il y a une deuxième chose, j'ai un peu l'habitude de jouer le rôle du mec qui appelle un chat, c'est qu'un auteur français c'est pas cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moins cher que de payer une traduction et en général les avaloirs pour les auteurs français sont inférieurs à ce qu'on paye en général pour un auteur que l'on va traduire. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon, ça ne veut pas dire qu'il est intéressant, ça ne veut pas dire, vous voyez, c'est pas péjoratif, hein, ça ne veut pas dire qu'il est bon marché, mais ça veut dire que l'investissement financier d'une maison d'édition sur un auteur français est moindre. Et donc ça permet de libérer des possibilités et de éventuellement placer l'argent ailleurs, de se dire, bon ben, ce que ça ne va pas me coûter, un auteur français, je vais pouvoir l'investir en promotion, je vais pouvoir lui payer des billets de train pour aller dans des festivals, etc. etc. Bon. Et ça, c'est une réalité économique et c'est une chance. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de publications d'auteurs français chez les anglo-saxons. C'est parce qu'ils se disent, oh là là, mais traduire, mais ça coûte les yeux de la tête, vous êtes fous de le faire. Quand ils se rendent compte qu'il faut payer l'auteur, plus le traducteur, plus tout le reste, ils se disent, ah non, faire la traduction, c'est pas cher. Et là, on leur dit, ah ouais, et nous, on fait ça tout le temps, et l'argent, on vous le donne à vous c'est bien d'avoir une autre perspective. C'est d'autant plus vrai en ce moment, puisque grâce à Georges Martin, l'hiver est arrivé, et en gros, on est dans un moment de récession économique où on a particulièrement intérêt à publier des Français. D'un autre côté, le français ne vient pas en général auréolé d'une image de best-seller international, et donc du coup, il y a souvent quand même une réticence de la part de l'ensemble de la chaîne médiatique, disons, autour du livre, qui part du principe qu'un Français a moins de chances de se vendre qu'un auteur traduit. Eh bien, nous savons tous que c'est faux, et il est bon de le rappeler. Hein, dans les 3 best-sellers absolus de Bragelonne, il y a Henri Leeuwenbruck, et malgré son nom, il est français. Et comme tu l'as rappelé, j'ai commencé en publiant Mathieu Gabory, Fabrice Collin et Pierre Grambert, par exemple. On ne peut pas dire que ces gens n'aient pas bien vendu dans leur carrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Alors, maintenant, je vais répondre rapidement à ta question. Qu'est-ce qui accroche dans un bouquin? Rapidement à cette question. Déjà, je pense que c'est 2 questions différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche et qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est pour soi? Je pense qu'il faut être capable de faire ce distinguo, parce que sinon, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, on peut faire de grosses bêtises. On peut tomber amoureux pour de très mauvaises raisons d'un livre et se dire « je l'aime tant, je veux le garder pour moi ». Il faut être capable de dire « je l'adore et il ira mieux ailleurs ». C'est un peu comme un gamin, il faut le laisser partir de la maison, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut être capable, et je loue à chaque fois tous mes collègues éditeurs qui le font, il faut être capable de conseiller une autre maison d'édition et de dire mais allez plutôt chez machin, c'est plus pour lui, ce que je sais de sa ligne éditoriale, de sa personnalité, vous avez plus de chances, 1, d'être publié par lui, et 2, vous avez plus de chances de vendre dans sa collection. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche à un bouquin? Je pense que, alors ce que dit Charlotte est sans doute très très juste. Ce n'est pas, c'est-à-dire la singularité, ce n'est pas moi ma principale préoccupation. Moi, ce que je veux, c'est m'apercevoir, tout étonné, que je suis toujours en train de lire ce manuscrit. C'est-à-dire que notre métier, ce n'est pas de lire des livres en entier. Notre métier, c'est de jeter un œil à des bouquins et de voir si, justement, on accroche, de voir si on est entraîné. C'est-à-dire que c'est très frustrant, hein, les étudiants qui disent « moi j'adore lire, je voudrais être éditeur ». Je dis « je suis pas très sûr que ce soit une bonne idée ». D'abord parce que tu vas passer ta vie à lire 99% de livres qui ne t'intéressent pas, que tu n'aimes pas et que tu n'auras pas plaisir à lire, c'est-à-dire les bouquins que tu ne voudras pas publier, ce qui est très loin du lecteur bienheureux qui ne continue à lire que ce qu'il aime lire, hein, ou qui ne choisit de lire que ce qu'il aura envie de... Enfin, ce par quoi il sera séduit. Et surtout, donc, on ne lit quasiment que des débuts de bouquins. Avant d'arriver sur un manuscrit, on se dit, nom d'un chien, je suis déjà page 40. Nom d'un chien, il est 2h du matin. Et là, déjà, il s'est passé quelque chose d'absolument fondamental, qui est une expérience de lecteur de base, si je puis dire, parce qu'on fait tous ça. On est entraîné ou on n'est pas entraîné. Mais c'est déjà quelque chose qui distingue énormément le livre qui m'accroche, comme tu dis, le livre dont je me suis emparé et que je me suis approprié, du livre qui reste distant, qui reste extérieur, etc. Ce qui rentre en ligne de compte, évidemment, j'ai fait allusion au genre, etc., c'est la tendance, c'est de se dire, bon, je ne suis pas complètement fou de ce bouquin, c'est pas mal, mais il y a des problèmes, etc., mais c'est le genre de truc qu'il faut publier en ce moment. Non.
Là aussi, je vais citer un très bon copain que connaît très bien Sylvie Miller et très bien Philippe Ward, qui est Luis Prado, qui est un très grand éditeur espagnol de SF et fantasy. Et Luis m'a dit une fois, alors qu'en gros j'essayais de le convaincre d'acheter les droits d'un de mes bouquins, et je voyais bien qu'il n'accrochait pas. Et il m'a dit, publier un livre qu'on adore et se planter dans les ventes, c'est dur. Mais publier un livre qu'on n'aime pas et se planter dans les ventes, ça c'est insupportable. Et je pense que c'est une très très belle leçon. C'est-à-dire, quelles que soient les raisons qui font qu'on accroche à un bouquin, il faut, j'ai coutume de le dire, se fier à la force. Et il faut avoir cette espèce de netteté fondamentale qui est de se dire, si je veux le faire, je dois m'attendre à le défendre bec et ongle face à un monde incrédule. C'est-à-dire, je vais devoir le défendre auprès de la presse, auprès des libraires, auprès des bibliothécaires, auprès de mon équipe commerciale, auprès du mec qui va faire la couve, etc., etc. Et il faut se demander au début, est-ce que je suis vraiment prêt à faire tout ça? Parce que si je ne suis pas prêt à faire tout ça, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Charlotte Wolper, on a vu quel texte vous attendiez. Stéphane Marsan aussi. Rivière Blanche, vous avez beau dire, tu as beau dire, parce qu'on se connaît, on peut se dire tu as beau dire que tu publies les livres que tu aimes, quand même, quel type de livre tu attends, plus précisément? Du space opéra. Je vais être, voilà, c'est simple, je vais dire que moi je suis un fan de space opéra. Il y a très peu de space opéra, donc quand je dis aux gens que j'attends du space opéra. Voilà, je veux dire, c'est simple, parce que j'adore ça, je trouve qu'on n'en publie pas assez, donc quand on me demande qu'est-ce que tu voudrais publier, qu'est-ce que je peux te proposer, je dis du space opéra. Je ne vais pas attendre des romans de fantasy, je leur dis toujours allez voir les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui publient des romans de fantasy, donc c'est pas la peine que j'aille en concurrence. J'adore le space opéra, moi c'est du Star Trek, c'est du Star Wars, c'est des romans comme ça, et des fois j'oblige des auteurs à écrire un roman de space opéra. Ils me proposent un roman, je dis moi celui-là t'écris bien, si tu m'écris un roman de space opéra, je le prends. Et j'en ai deux exemples, c'est Hervé Tilleman et Eric Lequier, qui m'avaient proposé un roman et qui ont écrit exprès pour moi un roman de space opéra, que j'ai travaillé avec eux, mais parce que c'est ce que je voulais. Je voulais ça, ça a marché, comme disait Stéphane, je préfère, quand je dois, à mon niveau, défendre des livres, il faut que je défende des livres que j'aime. Donc voilà, à la limite c'est presque simplement space opéra.